Elric des Dragons, Livre 2. Chapitre 7. Le Seigneur Grom. La terre s'acharnait toujours sur la carène du navire. Ils finirent cependant par atteindre le rivage, puis le large, filant toujours plus vite. Les falaises de Melniboné devaient bientôt disparaître derrière eux, pour céder la place à la brume éternelle de la mer bouillonnante. Elric jugea imprudent de s'aventurer avec ce navire, aussi magique fût-il, sur ces eaux tumultueuses. Il mit alors le cap sur la côte de Lomrir, la plus sereine des nations des jeunes royaumes, et le port de Ramazaz, sur la côte ouest de Lomrir. Si les barbares avec lesquels ils avaient récemment eu maille à partir avaient été de Lomrir, Elric eut alors choisi une autre route. Mais ces barbares étaient très certainement venus du sud-est, de l'autre côté du continent, au-delà du Picareid. Les Lormiriens, gouvernés par le roi Fadan, par sa corpulence et sa prudence, n'allaient certainement pas se lancer dans une attaque contre le navire des terres et des mers, si la victoire n'était pas assurée. Lorsqu'ils entrèrent dans le port de Ramazaz, Elric donna l'ordre d'amarrer le navire, selon les conventions, comme un navire ordinaire. Il attira néanmoins par sa beauté l'attention des habitants du port, qui furent étonnés de voir des Melnibodéens à son bord. On n'aimait guère les Melnibodéens dans les jeunes royaumes, mais on les redoutait. On traita donc Elric et ses hommes avec respect, en apparence du moins, et dans les auberges où ils descendirent, on leur servit de la nourriture et du vin relativement bon. Dans la plus grande auberge du front de mer, l'aller et le retour, Elric trouva un tenancier fort bavard, qui lui raconta qu'avant d'acheter son auberge, il avait été pêcheur et qu'il connaissait bien les rivages du Grand Sud. Il connaissait les pays d'Ouin et de You, assurément, mais ne les appréciait pas du tout. « On a toujours l'impression qu'ils sont sur le pied de guerre, monseigneur. » Il leva les yeux vers Elric avant de disparaître dans son verre de vin. Puis, s'essuyant la bouche, il hocha la tête. « Ils doivent être en guerre contre les moineaux. Loin et le You ne sont même pas des nations. Leur seule cité digne de ce nom, ou presque, est Dozkam, qu'ils se partagent. Une moitié de la cité se trouve sur une rive de l'Ar, l'autre moitié sur la rive opposée. Le reste de ces pays est habité par des paysans si incultes et si superstitieux qu'ils sont réduits à la misère. Il n'y a pas un seul soldat parmi eux. » « N'avez-vous pas entendu parler d'un renégat melnibodéen qui aurait conquis loin le You et entrepris de former ses paysans aux choses de la guerre ?» demanda Divinvar, accoudé au bar, à côté d'Elric. Il buvait à petites gorgées son vin d'un air de dégoût. « Et ce renégat répond au nom d'Irkun. »« Est-ce lui que vous cherchez ?» L'aubergiste parut alors intéressé. « Une querelle entre les princes dragons ?»« Cela ne regarde que nous. » dit Elric avec hauteur. « Naturellement. »« Vous ne savez rien au sujet d'un grand miroir qui dérobe les souvenirs des hommes ?» demanda Divinvar. « Un miroir magique ?» L'aubergiste renversa la tête en arrière et partit à rire, d'un rire énorme. Je doute qu'il y ait un seul miroir digne de ce nom dans tout loin et le You. Non, monseigneur, je crois que vous n'avez aucune crainte à avoir de ce côté. »« Vous avez sans doute raison, dit Elric en regardant son verre de vin, auquel il n'avait pas touché. Mais il serait sage de vérifier par nous-mêmes. Et il serait aussi de l'intérêt de Lomrir que nous trouvions ce que nous cherchons, et que nous vous prévenions. »« Ne vous inquiétez pas pour le Lomrir. Nous pouvons parer toute attaque, si insensée soit-elle de leur part. Mais si vous voulez aller voir par vous-même, vous devrez longer la côte 3 jours durant. Vous arriverez alors dans une grande baie où se jette le fleuve Ar. Sur ses rives se trouve Dozkam, une espèce de cité minable, surtout lorsque vous savez que c'est la capitale de ces 2 pays. Ses habitants sont dépravés, sales, malsains, mais heureusement paresseux aussi. Ils ne sont donc pas dangereux, surtout si vous avez une épée. Lorsque vous aurez passé 1 heure à Dozkam, vous comprendrez alors que ces gens ne peuvent menacer personne, à moins qu'ils se rapprochent trop près de vous et qu'ils vous communiquent leurs nombreuses maladies. » L'aubergiste rit de nouveau à gorge déployée de sa plaisanterie. Lorsqu'il eut retrouvé son sérieux, il ajouta. « À moins que vous ne redoutiez leur flotte. Elle se compose d'une 12aine de bateaux de pêche minables, qui pour la plupart sont en si mauvais état qu'ils ne s'aventurent jamais plus loin que les hauts fonds de l'estuaire. » Elric repoussa son verre de vin. « Nous vous remercions. » Il laissa une pièce d'argent de Melniboné sur le comptoir.
Cela va être difficile pour vous rendre la monnaie, dit l'aubergiste artificieusement. Inutile de le chercher, répondit Elric. Merci. Ne voulez-vous pas passer la nuit ici? Je vous offrirai les plus belles chambres de ramassage. Non, je ne pense pas, dit Elric. Nous dormirons à bord afin d'appareiller à l'aube. L'aubergiste regarda partir les Melnibonéens. Il mit instinctivement la pièce dans sa bouche, puis, croyant détecter un goût bizarre, la retira aussitôt. Il scruta la pièce, la retournant d'un côté puis de l'autre. L'argent de Melniboné pouvait-il empoisonner un simple mortel? Il valait mieux ne pas prendre de risques. Il fourra la pièce dans sa bourse et ramassa les verres que ses hôtes avaient laissés. Il n'aimait pas gaspiller la marchandise, mais il jugea plus sage de jeter le vin de crainte qu'il ne soit contaminé. Le navire des terres et des mers atteignit la baie le lendemain à midi. Il se rapprochait maintenant du rivage, dissimulé par un petit isthme à la luxuriante végétation tropicale. Elric et Divinvar avançaient lentement dans l'eau limpide des hauts fonds. Ils arrivèrent sur la plage et pénétrèrent dans la forêt. Ils avaient décidé d'user de prudence et de discrétion, avant d'avoir vérifié l'exactitude du récit de l'aubergiste. Vers la pointe de l'isthme se dressait une colline relativement élevée, sur laquelle poussaient plusieurs arbres. Elric et Divinvar se frayèrent à coups d'épée un chemin parmi les broussailles et arrivèrent au pied des arbres. Elric repéra celui qui présentait le moins de difficultés pour y grimper. Un arbre dont le tronc s'abaissait pour se redresser ensuite. Il rengaina son épée, puis se hissa sur le tronc, sur lequel il marcha avant d'arriver à des branches assez solides pour le porter. Pendant ce temps, Divinvar grimpait à un autre arbre, non loin de là. Ils finirent par découvrir toute la baie et la cité. Doskam correspondait bien à la description qu'en avait faite l'aubergiste. Des maisons basses, crasseuses, et de toute évidence misérables. C'était sans doute pour cette raison qu'Hyrkoun avait choisi cet endroit. Il n'avait dû rencontrer aucune difficulté à conquérir les pays d'Ouin et de Yu, avec l'aide de quelques Imrériens bien entraînés et de ses alliés sorciers. Personne n'aurait songé à conquérir un pays où la richesse était inconnue, et qui n'occupait pas une position stratégique. Si Hyrkoun tenait à ne pas être découvert, il avait bien choisi sa cachette. Mais l'aubergiste s'était trompé pour ce qui était de la flotte de Doskam. Même de l'endroit où ils étaient, Elric et Divinvar pouvaient compter au moins 30 gros navires de guerre dans le port, et il semblait y en avoir d'autres bouillés en amont du fleuve. Ils étaient cependant moins intéressés par ces navires que par la chose étincelant au-dessus de la cité. Une chose montée sur d'énormes piliers, soutenant un axe qui portait un immense miroir rond. Par sa forme même, ce miroir était aussi peu l'œuvre d'un simple mortel que le navire à bord duquel les Melnibonéens étaient arrivés là. C'était le miroir des souvenirs, sans aucun doute. Ceux qui avaient mouillé dans ce port avaient dû perdre tout souvenir de ce qu'ils y avaient vu. « Je crois, monseigneur, » commença Divinvar du haut de son perchoir, « qu'il serait imprudent d'entrer directement dans le port de Doskam. En fait, ce pourrait même être dangereux d'entrer dans la baie. Je pense que nous voyons le miroir simplement parce qu'il n'est pas dirigé vers nous. Mais vous remarquerez qu'il y a un système de rotation qui permet de le tourner dans toutes les directions. Sauf une, la direction du continent, au-delà de la cité. Cela se conçoit très bien, car qui aborderait loin le Yu par l'intérieur, par les déserts qui s'étendent au-delà des frontières de ces deux pays? Et qui, à part les habitants de Loin et de Yu, aurait besoin d'approcher la capitale par les terres? Je crois que j'ai compris ce que vous voulez dire, Divinvar. Vous jugez donc sage de tirer parti des particularités de notre navire et d'aborder Doskam par les terres, de déclencher l'attaque surprise et de faire intervenir ces vétérans que nous avons emmenés avec nous. Il faudrait faire vite, ignorer les nouveaux alliés du prince Hyrkoun et concentrer toutes nos forces pour retrouver le prince Hyrkoun et les renégats. Serait-ce possible, Elric? Faire une descente surprise dans la cité, arrêter Hyrkoun et sauver Simoril puis repartir aussitôt? Étant donné que nous n'avons pas assez d'hommes pour donner l'assaut, c'est tout ce que nous pouvons faire. Bien que cela ne soit pas sans danger. L'effet de surprise sera nul, évidemment, une fois l'attaque déclenchée. L'échec d'une première invasion rendrait plus difficile une deuxième tentative. Nous avons aussi la solution de pénétrer dans la ville de nuit et d'espérer trouver Hyrkoun et Simoril seuls. Mais alors nous n'utiliserons pas notre arme majeure, le navire des terres et des mers. Je crois que votre plan est meilleur, Divinvar. Mettons maintenant le cap sur les terres, en espérant que Groom mettra un certain temps à nous trouver.
car je le soupçonne d'essayer de reprendre possession du navire. » Ils redescendirent des arbres. Elric reprit son poste sur le pont avant du beau navire et ordonna au timonier de mettre le cap sur les terres. Avec la moitié seulement de ses voiles dehors, le navire fila gracieusement sur l'eau, puis sur le banc de roches. Les arbustes en fleurs de la forêt s'effacèrent devant la proue, puis ce fut l'obscurité de la jungle luxuriante, le croassement et le piaillement des oiseaux effrayés, les regards terrorisés des petits habitants des arbres, qui faillirent perdre l'équilibre en voyant le navire sillonner tranquillement la forêt, en contournant seulement les plus gros arbres. C'est ainsi qu'ils arrivèrent à l'intérieur du pays d'Oin, situé au bord du fleuve Har, qui marquait la frontière entre l'Oin et le You. L'Oin était essentiellement un pays de savane et de steppe. Ses habitants travaillaient seulement la terre car ils redoutaient la forêt, et ne s'y aventuraient jamais, bien que cette forêt renfermât toute la richesse de l'Oin. Le navire avançait assez rapidement. Ils arrivèrent dans une plaine où ils devaient bientôt découvrir un lac immense qui miroitait au loin. Divinvar consulta alors la carte rudimentaire qu'il s'était procurée à Ramazaz, selon laquelle il leur fallait mettre de nouveau le cap vers le sud et rallier Doskam en décrivant un grand demi-cercle. Elric approuva, et le navire vira de bord. C'est alors que la terre trembla à nouveau. D'énormes vagues d'herbe déferlèrent autour du navire, en dérobant toute visibilité aux hommes de l'équipage. Le navire se mit à rouler et à tanguer. 2 Imririens tombèrent du gréement et s'écrasèrent sur le pont. Le maître d'équipage hurlait des ordres. Tout cela dans un silence qui ne faisait qu'ajouter au tragique de la situation. Le maître d'équipage cria à ses hommes de rester à leur poste. « Et tous ceux qui n'ont rien à faire dans l'entrepont, immédiatement !» ajouta-t-il. Elric avait attaché une écharpe au garde-fou et noué l'autre extrémité autour de son poignet. Divinvar avait fait de même avec son ceinturon. Mais cela ne les empêchait pas d'être ballottés d'un côté et de l'autre, et de perdre souvent l'équilibre lorsque le navire tanguait. Elric avait l'impression que tous ses os allaient se briser, et que tout son corps était meurtri. Et le navire de craquer, de protester, de menacer de se démembrer au milieu de ses secousses. « Est-ce là l'œuvre de Grom, Elric ?» demanda Divinvar haletant. « Ou bien l'émanation de la sorcellerie d'Irkun ?» Elric hocha la tête. « Ce n'est pas Irkun qu'il faut accuser, mais Grom. Je ne sais pas comment apaiser son courroux, mais ce n'est peut-être pas Grom qui est le plus puissant des seigneurs des élémentaires. » « Ne viole-t-il pas ainsi le pacte qu'il a conclu avec son frère ?»« Non, je ne le pense pas. Le seigneur Stracha nous avait prévenu qu'un tel incident pouvait se produire. Il ne nous reste plus qu'à espérer que Grom épuise toute son énergie et que le navire survive, tout comme il est capable d'étaler une tempête en mer. »« Mais c'est pire qu'une tempête en mer, Elric !» Celui-ci hocha la tête en signe d'assentiment, mais resta muet, car le pont penchait dangereusement, et il dut s'agripper des 2 mains au garde-fou pour ne pas tomber. Puis le silence fut soudain rompu par un grondement et un rugissement qui avait quelque chose d'un rire. « Seigneur Grom !» hurla Elric. « Seigneur Grom ! Laissez-nous vivre ! Nous ne vous avons fait aucun mal !» Mais le rire se fit de plus en plus fort, secouant le navire tout entier, qui luttait contre les vagues gigantesques de la terre, contre les arbres, les collines, les rochers qui déferlaient sur lui, sans jamais l'engloutir. Car Grom tenait sans doute à retrouver son navire intact. « Grom ! Vous n'avez rien à reprocher aux mortels !» cria Elric. « Laissez-nous vivre ! Demandez-nous une faveur si vous voulez, mais de votre côté, aidez-nous !» Elric criait presque tout ce qui lui venait à l'esprit. En vérité, il n'avait aucun espoir d'être entendu par le dieu de la terre, et il n'espérait même pas que le seigneur Grom prît la peine de les écouter, si toutefois les élémentaires avaient une ouïe. Mais il ne pouvait rien faire d'autre. « Grom ! Grom ! Grom ! Écoute-moi !» La seule réponse qu'Elric reçut, ce fut ce même rire, encore plus fort, qui ébranlait ses nerfs. Les vagues de la terre se creusaient de plus en plus. Elric crut qu'il allait devenir fou. « Seigneur Grom ! Voulez-vous simplement détruire ceux qui ne vous ont jamais fait aucun mal ?» Puis les secousses lentement s'apaisèrent. Le navire s'immobilisa, et une gigantesque silhouette brune apparut. Elle avait la couleur de la terre et l'apparence d'un vieux chêne. Ses cheveux, sa barbe avaient la couleur des feuillages, ses yeux la couleur de l'or, ses dents la couleur du granit. Ses pieds ressemblaient à des racines.
Sa barbe et ses poils ressemblaient à de jeunes pousses vertes. Elle sentait la terre humide. C'était le seigneur Grom des élémentaires de la terre. Il renifla, fronça les sourcils, et dit d'une voix puissante, d'une voix rude et grincheuse à la fois. « Je veux mon navire !» « Nous ne pouvons vous donner un navire qui n'est pas à nous, seigneur Grom, » dit Elric. Grom s'irrita. « Je veux mon navire !» déclara-t-il d'une voix posée. « Je le veux. Il est à moi. »« À quoi vous servirait-il, seigneur Grom ?»« À quoi me servirait-il ? Il est à moi. C'est mon navire. » Grom frappa du pied et le sol trembla. Elric dit en désespoir de cause. « Le navire est à votre frère, seigneur Grom. C'est le navire du seigneur Strahacha. Il vous a donné une partie de son royaume et vous lui avez laissé le navire. Telles étaient les clauses du pacte. »« Je ne sais pas ce qu'est un pacte. Ce navire est à moi. » »« Vous savez que si vous prenez le navire, le seigneur Strahacha vous reprendra le territoire qu'il vous a donné. »« Je veux mon navire. » La gigantesque silhouette changea de posture. Des morceaux de terre tombèrent avec un bruit sourd sur le sol et le pont du navire. « Il vous faudra alors nous tuer pour l'avoir, » déclara Elric. « Vous tuez ? Grom ne tue pas les mortels. Il ne tue rien. Grom construit. Grom engendre. »« Vous avez déjà tué 3 membres de l'équipage, » fit remarquer Elric. 3 hommes ont péri, seigneur Grom, lorsque vous avez soulevé la tempête terrestre. Grom fronça ses larges sourcils et se gratta la tête, faisant alors entendre un bruissement de feuilles. « Grom ne tue pas, » répéta-t-il. « Le seigneur a tué, » dit Elric d'un ton calme, 3 hommes. « Je veux mon navire, en tout cas. » grommela Grom. « Votre frère nous a prêté ce navire. Nous ne pouvons vous le donner. D'ailleurs, nous sommes à bord de ce navire pour remplir une noble mission. Nous... » « Je ne sais pas ce qu'est une mission, et je m'en moque. Je veux mon navire. Mon frère n'aurait pas dû vous le prêter. Je l'avais presque oublié. Mais maintenant, je sais qu'il existe, et je le veux. » « N'accepteriez-vous pas autre chose en échange du navire, seigneur Grom ?» demanda soudain Divinvar. « Un autre présent ?» Grom hocha la tête, une tête monstrueuse. « Comment un mortel pourrait-il me donner quelque chose ? Ce sont toujours les mortels qui me prennent quelque chose. Ils me volent mes os, mon sang, ma chair. Pourriez-vous me restituer tout ce que votre race m'a volé ? » « N'y a-t-il pas une chose bien définie que vous désireriez ?» dit Elric. Grom ferma les yeux. « Des métaux précieux, des bijoux ?» suggéra Divinvar. « Nous en avons beaucoup à Melniboné. »« J'en ai aussi beaucoup !» dit le seigneur Grom. Elric haussa les épaules de désespoir. Comment négocier avec un dieu, Divinvar ? Il sourit, d'un sourire amer. Que peut désirer le seigneur de la terre ? Plus de soleil ? Plus de pluie ? Cela, nous ne pouvons le lui donner. « Je suis un dieu acariâtre, » dit Grom. « Si toutefois, je suis un dieu, mais je ne voulais pas tuer vos camarades. J'ai une idée. Donnez-moi leur corps. Enterrez-les dans mon royaume. » Elric sursauta. « Est-ce tout ce que vous voulez de nous ? » « C'est beaucoup pour moi. » « Et vous nous laisserez ensuite poursuivre notre route ? » ?»« Sur mer, oui. » bougonna Grom. « Je ne vois pas pourquoi je vous laisserai naviguer sur mes terres. C'est trop me demander. Vous pouvez aller sur ce lac, là-bas, mais désormais, ce navire possédera seulement les particularités que lui octroie mon frère Strahacha. Désormais, il ne sillonnera plus mon royaume. »« Mais, seigneur Grom, nous avons besoin de ce navire. Nous sommes en train de remplir une mission urgente. Nous devons nous rendre dans cette cité, là-bas, » dit Elric en indiquant de la main d'Oskam. « Vous pouvez aller juste à ce lac là-bas, mais après, le navire ne voguera plus que sur mer.
Maintenant, donnez-moi ce que je vous demande. Elric appela le maître d'équipage, qui pour la première fois semblait étonné de ce dont il était témoin. « Apporte-moi les corps. » Les corps furent montés sur le pont. Grom allongea une de ses gigantesques mains et les ramassa. « Merci. » grommela-t-il. « Bon voyage. » Puis il s'enfonça lentement dans le sol. La terre engloutit sa gigantesque silhouette. Le navire appareilla à destination du lac. C'était son dernier voyage sur la terre. « Ainsi nos plans ont échoué, » dit Elric. Divinvar regardait en direction de la surface miroitante du lac, l'air consterné. « Oui, nous les avions pourtant élaborés avec soin. J'hésite à vous le suggérer une nouvelle fois, Elric, mais je crains que nous n'ayons de nouveau à recourir à la sorcellerie, si nous voulons mener à bien notre entreprise. » Elric soupira. « Oui, je le crains aussi, dit-il.